Carles Puigdemont, merci d'avoir choisi la RTBF pour vous exprimer en exclusivité ce soir. Alors, quelle folle semaine pour vous. Chez nous, à Bruxelles, lundi, vous quittez Barcelone dans l'anonymat presque total. Vous arrivez chez nous et puis, très vite, c'est la traque. Des journalistes, des centaines de journalistes et de caméramans souhaitent vous trouver. Le lendemain, vous annoncez une conférence de presse, vous cherchez un endroit. Le Résidence Palace est évoqué, mais vous n'êtes visiblement pas le bienvenu. Alors, avec votre staff, vous cherchez un autre endroit au Club de la Presse et on a droit à regarder à cette image tout à fait hallucinante où vous êtes obligé de vous faufiler entre des centaines de journalistes et de caméramans. Une demi-heure de conférence et puis plus rien. Vous disparaissez de nouveau des écrans radars. Certains vous verront bien dans un café, regardez, mais plus de nouvelles. Pourtant, en Espagne, certains de vos anciens ministres sont incarcérés, mis en prison. Hier, le parquet espagnol demande un mandat d'arrêt européen contre vous. Alors, qu'allez-vous faire? Vous livrer à la justice ou pas? Eh bien, c'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Bonsoir Carles Puigdemont. À l'heure qu'il est, vous êtes considéré comme un fugitif. Est-ce que ce mandat d'arrêt européen, il vous a déjà été notifié? Pas encore, mais je dois remarquer que je ne vais pas fuir de la justice. Je vais aller à la justice, mais à la vraie justice. Donc je ne vais pas échapper. Je suis ici. J'ai commenté, j'ai dit à mes avocats d'exprimer à la justice belge que je suis complètement disposé à collaborer. Donc quand vous dites la vraie justice, c'est la justice belge, mais pas la justice espagnole, que vous considérez comme politisée aujourd'hui? Et bien évidemment qu'elle est politisée, parce que vous devez remarquer qu'il y a en moins de 24 heures, mes anciens collègues ont été convoqués à Madrid, en 24 heures. Et l'avocat a eu uniquement 24 heures aussi pour étudier la demande du procureur général. Donc il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, l'avocat de l'ancien membre du cabinet a dénoncé de métraitement dans le transfert à la prison. Ils ne sont pas les garanties pour avoir un judice, une sentence juste, indépendante, qui puisse échapper à cette énorme pression, à cette énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne. Si vos collègues, vos anciens ministres justement, sont sous les verrous aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas justement parce que vous avez fui l'Espagne? Est-ce que finalement vous n'avez pas offert un motif à la juge espagnole? Ah mais non, si la justice aurait décidé d'incarcérer les ministres du gouvernement légitime de la Catalogne, si c'est basé sur ça, donc c'est quelle élite? C'est quelle l'indépendance? Quelles sont les raisons profondes pour mettre à prison ces personnes qui n'ont pas commis aucun crime? Et je dois aussi insister, je n'ai pas fui. J'ai parti de chez moi comme un citoyen européen sans aucun problème. Vous avez quand même quitté l'Espagne alors que vous étiez convoqué par la justice? Non, pas encore, pas du tout. Je suis été convoqué le lendemain que le procureur général a présenté la demande. Il a présenté la demande le lundi. Le mardi, la presse, tout le monde a annoncé que je serais convoqué, mais je ne suis pas été convoqué. Mais une fois convoqué, vous auriez pu retourner. Oui, mais je ne suis pas convoqué. Donc, le mercredi, c'était fait. Donc, le jeudi, je devrais aller à Madrid. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas la moindre garantie, la moindre condition pour se préparer bien. Et c'est ça que je vais dénoncer. Et c'est aussi pour aider mes copains qui sont en prison en ce moment-là. Mais au-delà de l'aspect judiciaire, M. Puigdemont, il y en a beaucoup aujourd'hui en Catalogne, y compris parmi vos soutiens, qui ne comprennent pas cette fuite, vous l'appelez différemment, en tout cas ce départ vers Bruxelles. C'est un peu comme si le capitaine quittait le navire pour certains. Vous avez laissé certains de vos ministres là-bas. Vous avez préféré ne pas répondre à la justice espagnole pour le moment. On s'est partagé. On a dit il doit y avoir ces gouvernements que c'est légitime qui soient hors de ces risques de la justice espagnole qui ne peut pas garantir rien. Parce que nous nous considérons un gouvernement légitime. Donc, il doit y avoir une continuité. Et surtout pour s'exprimer au monde de ce qui se passe en Espagne, de ce qui vraiment se passe en Espagne. Il y aura des élections. Il y aura des élections le 21 de décembre. Et on veut que ces élections puissent se dérouler avec les conditions les plus normales possibles. Donc, ce n'est pas avec un gouvernement à la prison que ces élections vont être neutrales, indépendantes, normales. Donc il faut dénoncer tout ça. Il faut travailler pour insister dans un sujet qu'il ne faut pas oublier.
on est le gouvernement légitime de la Catalogne. On a été élu à une large majorité le 27 septembre 2015. On avait encore 2 ans pour parcourir notre mandat. Et il n'y a aucune loi à la Constitution espagnole, à la loi espagnole, qui puisse permettre au gouvernement espagnol d'annuler un Parlement élu de façon démocratique, si c'est tout un gouvernement, et d'incarcérer tous les membres d'un cabinet. Pour quel délit? Pour avoir accompli avec les mandats électoraux et les mandats parlementaires qu'on a proposés aux citoyens et qu'ils ont votés. Et c'est un programme électoral que lorsqu'on l'a déposé, il n'y a eu aucune réclamation de la part de l'État. Et ce programme disait clairement il y aura un moment que ce Parlement va faire une déclaration d'indépendance. Et donc pour faire ça, pour accomplir, pour être serré l'engagement politique, il y a des politiciens en Catalogne qui sont maintenant en prison. Carles Puigdemont, est-ce que vous serez candidat le 21 décembre prochain lors des élections? Je crois que tous qui nous avons lidéré ces processus, nous devons être engagés dans ces sujets. Surtout s'il y a la moindre possibilité qu'on puisse aller ensemble. Parce qu'en fait, il ne s'agirait pas maintenant de dire oui ou non à l'indépendance, mais oui ou non à la démocratie. Est-ce qu'on peut obtenir de l'État l'engagement que le résultat de ces élections va être respecté? Il faut demander toujours à l'État espagnol, est-ce que si les conjoints de forces indépendantistes gagnent les élections, est-ce que l'État espagnol va respecter les résultats? J'insiste à faire ces questions à l'État espagnol parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'on peut se présenter à les élections, on peut porter un programme électoral en disant oui, si je gagne, je vais proclamer l'indépendance, mais si tu fais tout ça, tu peux aller 30 ans à la prison. Mais vous serez candidat? Je suis disposé à être candidat s'il y a... Même à l'étranger? Bien sûr. Vous pouvez mener campagne ici depuis la Belgique, c'est ce que vous comptez faire? Je crois qu'on peut mener campagne à tout le monde parce qu'on est dans un monde globalisé. Donc de mettre un message, de mettre un message pour nos concitoyens, pour rappeler au monde que ce n'est pas une question, une affaire domestique espagnole, comme ce que vous avez montré à la conférence de presse. Combien de journalistes... Justement, vous vouliez venir ici à Bruxelles, dites-vous, pour conscientiser, pour internationaliser la question catalane d'une certaine manière, sensibiliser les autorités européennes. Vous n'avez pas vraiment eu beaucoup d'oreilles du côté de l'Europe. Donc, ce qui se passe, je crois que décrit parfaitement la crise européenne. Vous voyez, il y a une conférence de presse avec des centaines de journalistes. Ça veut dire que c'est un sujet, j'imagine, que doit être intéressant pour la population internationale. Autrement, ils n'auraient pas à voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, comment c'est possible que la population internationale soit intéressée par ces sujets et les politiciens regardent de l'autre côté? Cette différence entre une réalité qui est là, parce que la crise catalane existe, est réelle, et en fait, les engagements de la structure, de la eurostructure, à côté des États comme l'État espagnol, ça, peut-être cette distance explique pourquoi on peut parler aussi de crise européenne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Carles Puigdemont, il y a une situation qui semble absolument inextricable. Est-ce que vous craignez, vous, aujourd'hui, un embrasement de la situation? Est-ce que vous craignez des affrontements civils en Catalogne, un conflit armé? C'est une crainte qui est répandue aujourd'hui. Écoutez, je suis venu à Bruxelles, surtout aussi pour empêcher une situation de confrontation. Parce qu'il y avait beaucoup de monde disposé à maintenir la résistance, mais surtout, on savait que l'État espagnol se préparait par une nouvelle vague de violence, comme l'a montré le 1er octobre, dans le jour du référendum. Donc vous dites que c'est pour éviter cette vague de violence ça, c'est une raison, parce que j'aurais pu rester là et demander de la résistance. Je ne l'ai pas fait et je ne veux pas le faire parce que jamais la violence a été une seule option pour nous. Ces processus, il y a beaucoup d'années que durent. Dans tous les années, l'attitude a été toujours pacifique, démocratique. Et on veut terminer de la même façon. Quand les choses ont commencé à être tendues. Mais vous avez peur que les choses dégénèrent aujourd'hui? Ça dépend de l'État espagnol, parce qu'il a un pouvoir énorme. Ça dépend de vous aussi, un peu quand même. Mais non, mais tout le temps, j'ai fait une appellation à la non-violence, à s'exprimer de façon conviviale, démocratique, comme on a fait toujours. Les catalanismes s'exprimaient de ça.
c'était à partir de l'utilisation de la violence policière espagnole qu'il y a eu cette situation de tension. Mais Carlos Puigdemont, avec le recul, il y a eu ces manifestations, il y a eu ces violences, il y a eu la déclaration d'indépendance, il y a eu votre fuite ici à Bruxelles. Avec le recul, si c'était à refaire, vous le referiez? Pardon, Vous le referiez? Vous referez justement tout ce qui a été fait, cette déclaration d'indépendance? Vous serez revenu à Bruxelles avec le recul? Mais c'est évident que lorsqu'on est au Parlement, soutenu par majorité, un programme électoral, qu'on exprime de façon claire aux citoyens comment faire ça, on doit faire ça. On ne peut pas dire, oh, je devrais faire, aurait dû faire une autre chose. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Aujourd'hui, quand vous voyez cette situation qui est quand même extrêmement complexe, qui fait peur à une bonne partie de l'Europe, vous pensez que l'idéal qui est le vôtre mérite tout ça? Les risques que vous faites courir quand même à l'Espagne, parce qu'il y a un vrai risque de crise aujourd'hui, il y a des risques économiques importants pour la Catalogne. On sait qu'en un mois, il y a déjà 1900 entreprises environ qui ont délogé leur siège social. L'image de Barcelone et des autres villes de la région risque d'en prendre un coup. Il y a quand même énormément de risques là et de responsabilités sur vos épaules. Comment est-ce que vous gérez ça? Mais quelle est l'image de l'Espagne qui a utilisé la violence contre un référendum? Quelle est l'image de l'Espagne qui a rejeté toujours notre offre de régler ces situations à partir de dialogue politique? Quelle est l'image de l'Espagne qui est prête à incarcérer des politiciens élus démocratiquement? Quelle est l'image? Mais le référendum est illégal. Mais non, parce que c'est un référendum qui appartenait à la volonté de la majorité, qui a été approuvé à les élections, à notre programme électoral, au programme de gouvernement approuvé au Parlement, soutenu par une large majorité des Catalans. Soyons sérieux. L'Espagne ne veut pas parler. Et donc, de quoi s'agit? D'accepter que la démocratie, il y a deux sortes de démocratie en Espagne? Que dites-vous alors à tous ceux qui ne partagent pas votre projet, que ce soit en Catalogne, les anti-indépendantistes, et ceux qui, en dehors de la Catalogne, ne partagent pas votre projet, mais qui subissent quand même les conséquences de votre projet? Que leur dites-vous à ceux-là? Donc, le référendum les a donné l'opportunité de s'exprimer. Je peux poser la question à l'inverse. Qu'est-ce que peut dire ceux qui sont contraires à l'indépendance à cette majorité qui veut s'exprimer? On doit accepter qu'une minorité puisse imposer une solution, ou serait le temps de s'asseoir à parler comme on a demandé depuis des années à l'État espagnol? La solution, ce n'est pas de mettre les politiciens qui pensent différent à la prison. Parce que ceux qui sont à la prison ne sont pas les anti-indépendantistes. On n'a mis aucun leader anti-indépendantiste à la prison. Mais si qu'il y a des leaders indépendantistes, est-ce que c'est possible en Espagne d'être indépendantiste? Oui ou non? Est-ce que c'est possible de se présenter à les élections et si on le gagne, d'appliquer le programme électoral? Oui ou non? Parce qu'il faut savoir ça. Parce que si c'est non, donc il n'y a pas une vraie démocratie en Espagne. Concernant la demande d'asile, est-ce que vous avez demandé l'asile en Belgique? Non, je ne vais pas demander l'asile en Belgique. Vous ne le demanderez pas non plus dans les prochains jours? Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique en Belgique. Je suis ici pour défendre un gouvernement légitime contre une action illégale de l'État espagnol, contre une situation d'absence de garantie juridique dans une affaire qui est politique, et pour avoir la liberté et la sûreté de m'exprimer. Vous avez des soutiens ici en Belgique qui se sont exprimés de manière un peu claire? On pense notamment au mandataire de la NVA. Bart De Wever dit que vous êtes un ami, il vous soutient. Vous le considérez aussi comme un ami? C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans la lutte que vous menez pour le moment? Je vais être très, très prudent en parlant de la politique belge, parce que je ne suis pas ici pour me mélanger avec la politique belge. On a beaucoup d'amis à travers le monde. On a beaucoup de personnes qui nous soutiennent. Mais ici en Belgique, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent? Je ne vais pas contacter, je ne vais pas y entrer dans ces sujets, parce que je comprends que c'est un sujet... je ne vais pas belgianiser la politique catalane. Est-ce que vous avez rencontré, oui ou non, un responsable politique belge? Non, non, pas du tout, et je ne vais le pas demander. Parce que je suis ici à Bruxelles comme capitale d'Europe. Alors, est-ce que vous avez rencontré, oui ou non, un responsable européen? Non, non, non. Je suis ici il y a moins d'une semaine. J'essaye de stabiliser la situation. J'essaye de faire des messages pour la Catalogne, parce que la situation, vous comprenez que c'est énormément délicat, parce que
il y a une semaine, on était le gouvernement légitime de la Catalogne. Donc ça veut dire que vous êtes ici à Bruxelles, mais vous n'avez rencontré personne. Je ne vais pas demander de rencontrer personne pour l'instant. Donc vous allez le faire. On verra. Est-ce que là, vous voyez une solution à la crise, Carles Puigdemont? Il y a une seule solution, c'est le dialogue. C'est de faire de la politique. C'est que M. Mariano Rajoy n'a fait jamais. Il a utilisé les procureurs généraux, les tribunaux, la police, même les entrepreneurs, pour faire ce qu'il doit faire. C'est de la politique. Il devrait reconnaître qu'il y a un problème politique. Et que là, pour résoudre les problèmes politiques, il faut faire de la politique. Il ne faut pas emprisonner ceux qui pensent différent. Il ne faut pas accuser d'un complot, à ceux qui ont exprimé ce complot aux électeurs et l'ont mis à votation. Au vu des signes que Mariano Rajoy précisément vous a donnés ces derniers jours, ces dernières semaines, vous croyez vraiment que ce dialogue est possible à court terme? Moi, je suis été toujours disposé à ce dialogue. Je lui ai demandé, quelques jours avant la déclaration d'indépendance, s'il avait la possibilité de faire des élections, d'avoir des conditions pour que ces élections se puissent dérouler avec normalité. Ce n'est pas normal d'y avoir des leaders, des entités citoyennes, culturelles et pacifiques à la prison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous risquons 30 ans à la prison. 30 ans pour avoir accompli avec notre engagement aux électeurs. Ce n'est pas normal. Et c'est quelque chose d'extrêmement barbare. On ne peut pas parler de démocratie si on doit jouer avec ces règles de jeu. On fait de la politique. On a été élu. Moi, j'ai été élu. Et à quoi servent les élections, la volonté des citoyens catalans? Parce qu'elle a été complètement annulée de façon illégale par le gouvernement de Mariano Rajoy. Donc, si vous le traitez de barbare, ça ne va pas être facile de renouer le dialogue. Il nous a mis en prison. Donc, peut-être c'est ça la notion de dialogue politique, de le faire dans la prison. Mais ce n'est pas la solution, au contraire. Carles Puigdemont, si vous n'êtes pas prêt à discuter avec Mariano Rajoy en Espagne... Je suis prêt. Et si lui n'est pas prêt à le faire en Espagne, alors est-ce que vous seriez prêt à le rencontrer ici même, à Bruxelles? Ah oui, où il désire. Je n'ai pas peur de parler avec Mariano Rajoy. Je lui ai demandé plusieurs reprises par écrit. Je lui ai demandé. Vous avez eu des contacts avec Mme Santamaría qui vous a remplacé en Catalogne? Je l'ai vu quelques jours, mais pas récemment. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle ait été choisie? À mon avis, justement au contraire. Ça a été le commencement le début de cette dernière étape. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans le gouvernement espagnol, il y a un groupe de politiciens très radicalisés. Mais ce n'est pas nouveau dans l'histoire de le rapport entre la Catalogne et l'Espagne. Ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas le premier président de l'histoire de la Catalogne qui a des problèmes avec la politique espagnole. Il y a un antérieur président qui a été fusillé par Franco, des autres qui ont été incarcérés. Donc, aujourd'hui, vous dites que vous êtes la victime de la situation, si je vous entends bien. Ce n'est pas moi, c'est la majorité de la population catalane qui a vu comme la volonté qu'elle a exprimée aux urnes ne sert à rien. Ça, ce sont les vraies victimes. La carte constitutionnelle catalane, c'est qu'elle est aujourd'hui n'a pas été votée par les Catalans. Parce que celle qui a été votée par les Catalans, après le référendum légal, a été coupée par le tribunal constitutionnel pour 12 personnes, la majorité desquelles étaient militants du Parti populaire. Donc, il faut connaître ça pour comprendre pourquoi les Catalans ont dit on en a assez déjà. On a essayé d'être écoutés, d'être compris, d'être respectés, et toujours on a reçu les non permanents, en permanence. Et on a essayé de dire, donc, bon, on va faire un État différent, parce que peut-être avec un rapport d'égal à égal, les choses peuvent être mieux. Et ici, on a choqué avec cette intransigeance de la politique espagnole. C'est pas un contre-courant du mouvement européen, ça, Carles Puigdemont? Mais non, parce qu'aujourd'hui, les indépendances veulent dire les interdépendances. Parce que l'indépendance d'aujourd'hui, ce n'est pas l'indépendance du 19e siècle. C'est que c'est contre la modernité, ce sont les États-nations. Parce qu'il n'y a pas une seule identité, il n'y a pas une seule langue, il n'y a pas une seule culture, il y a plusieurs. Et la Catalogne, c'est un reflet de tout ça. Il y a beaucoup de langues, beaucoup d'identités, beaucoup de cultures.
On sait que vous vous abreuvez justement de cet indépendantisme. En 1991, vous aviez 29 ans, vous êtes parti un an dans les Balkans, en Slovénie. Seulement, ça s'est mal terminé. Il y a eu la guerre des 10 jours là-bas. Vous ne craignez pas ça en Catalogne? J'étais là 15 jours à la Slovénie, pas un an. Vous ne craignez pas justement le scénario de la guerre des 10 jours? Non, pas du tout. Vous ne craignez pas une guerre civile en Espagne? Mais non, soyons sérieux. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Catalogne le dernier 7 ans? Vous avez vu les démonstrations de millions de personnes sans aucun incident, aucun. Il y a eu la démonstration la plus importante pacifique de l'histoire de l'Europe moderne. Et donc on doit être respecté parce que les mouvements catalanistes, c'est énormément pacifique. Et rapidement, dans un an, vous voyez, vous, où? Et la Catalogne, vous la voyez où? Vous, personnellement, et la Catalogne? Non, moi, ce que je passe à moi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va passer avec notre pays. Quels sont les pays aujourd'hui? Ce sont les gens, les populations. Il ne peut pas y avoir une patrie sans les personnes, ou contre les personnes, ou contre la volonté. Si la seule façon qu'a l'État espagnol de nous convaincre d'être espagnols, c'est la force, c'est l'imposition, c'est la violence, c'est pas intéressant, c'est pas tout à fait moderne. La Catalogne va être ce que ses citoyens veulent que soit. Et si ils veulent que soit une partie de l'Espagne, le va être. Mais si la majorité des Catalans veulent devenir un État indépendant, ça se doit respecter. On doit accepter ces réalités, même s'il ne plaît pas à la majorité des États. Voilà. C'est une réalité. On ne peut pas la cacher. Voilà pour votre position. Merci d'être venu l'exprimer ce soir sur notre plateau. Merci Quentin Warlop. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain pour le JT.